D'ailleurs, mes paroles valent cher. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Le chairman pour vous servir. Les Guesnay m'appellent le chair, les Fimbi 500, mais les deux sont corrects anyway. Sarcel représentant, Sect Abdoulaye, évidemment. Bienvenue sur We Hustle, c'est toujours ton émission qui rassemble les motifs. Au fil des émissions, nous recevrons différentes personnalités qui viendront s'asseoir à ma table, nous parler de leurs échecs, mais surtout de leurs réussites. Alors, Hugo, take a seat, non? Plus une eau est douce, moins il y a de poissons. Les Chinois disent ça. PDG, let's get it! We hustle, baby. Le chairman. We hustle, baby. Le chairman. We hustle, baby. Le chairman. De retour sur We Hustle et aujourd'hui je suis vraiment fier de recevoir mon homeboy, ancien militaire, social activiste, un champion, l'homme que l'on nomme Yanis Sport. Ça va mon gars? Ça va et toi Yanis? L'intro est magnifique. Comment tu vas? Ça va super, je suis très content d'être avec toi. Tout le plaisir est pour nous. Très content. On aime beaucoup ce que tu dégages, la positive attitude, les conseils que tu prodigues, etc. Donc rien que pour toutes ces choses-là, je me devais déjà de te remercier. Merci beaucoup. C'est moi qui te remercie. Est-ce que tu peux te présenter Yanis, s'il te plaît, pour Bien celles sûr. et ceux qui ne te connaissent pas? Bien sûr, je m'appelle Yanis, donc plus connu sous le nom de Yanis Sport. Éducateur sportif, coach, préparateur physique et créateur de contenu sur les réseaux sociaux. Magnifique. Voilà, c'est ça. On va retracer la vie, le parcours. Bien sûr, avec Forcément. T'es né en Algérie. Je suis né en Algérie. Tizi Ouzou. Ouais. Ouais. Ah, tu connais, hein? C'est important. C'est C'est important. Tu viens de la montagne? Ouais. Le Jbeul? Ouais, le Jbeul. Enfin, pas loin. Mais j'ai grandi quand même en ville. Je suis un citadin quand même, dans le milieu urbain. J'ai vécu 10 ans là-bas, avant de venir en France, pour m'installer à Nancy, en Meurthe-et-Moselle. J'ai 2 frères, un grand et un petit. Et voilà, c'était soit LA, parce que mon père il est parti à LA découvrir un petit peu la ville, soit c'était en France. Et on s'est installé en France. Pendant 6 mois, on était seul avec ma maman, au début. Et ensuite, mon père est parti repérer un petit peu les zones aux États-Unis. Il est revenu, il a dit, ça sera en France. Ouais. Ça sera en France. Mais pourquoi LA? Bah parce qu'il y a mon oncle aussi qui est là-bas. Et il est parti. Donc, on est partis tous en même temps. Et mon oncle, donc j'ai des cousins là-bas. Et eux aussi, c'était soit la France, soit Los Angeles. Et ils sont partis à LA. Et nous, on est partis en France, quoi. Donc c'est bien, il y a un pied à terre quand même là-bas. Bien sûr. Ouais, après, il y a un pied à terre, c'est vrai. Moi, je suis jamais allé. Hein. Ah ouais? Non, jamais. Wow. Parti à New York, que j'ai tellement kiffé. D'accord. Mais pas LA encore. Magnifique. Ouais. Et le changement déjà. Ouais. Déjà, avant de parler de changement, elle ressemble à quoi ta jeunesse en Algérie? La jeunesse, ouais, c'est pas une jeunesse souffrante, c'est une jeunesse quand même heureuse. J'étais entouré, j'étais en bonne santé, c'est ça le plus important en soi. Ouais. Je manquais de rien, et j'avais à manger, j'avais à boire et c'était ça qui était le plus important pour nous, quoi. On avait la famille autour de nous, j'étais à l'école, tout était bien. Mes parents, voilà, mon père était comptable et ma mère assistante de direction dans une entreprise. Et voilà, ils ont décidé de partir d'Algérie pour venir en France et pour nous apporter peut-être ce qui nous manquait un petit peu en Algérie. Enfin, le côté professionnel. Ils voulaient vraiment nous apprendre un petit peu la vie autrement, quoi. Bah, c'est bien parce que déjà au niveau de la classe sociale, vous étiez quand même bien. On était bien en Algérie. Faut pas se plaindre. Ça sert à rien de dire, vous savez, les faux parcours là, de dire on a souffert et tout. Non. Et je manquais de rien. D'accord. Quand j'étais jeune et mes parents faisaient en sorte qu'on manque de rien. Et c'est vrai qu'on vivait pas non plus, on n'était pas millionnaire, milliardaire ou ce que vous voulez, mais pour moi on était millionnaire de cœur parce qu'on avait la famille autour de nous, donc c'était le plus important, quoi. Magnifique. C'est très bien, Yanis. Hein. Magnifique. Et le choc culturel quand tu es arrivé en France? C'était difficile. C'était lesquels? Il y avait Ça t'a déjà arraché le cœur, le fait de partir, de quitter tes terres? J'étais encore jeune, j'étais pas encore attaché de fou, donc Ouais, mais 10 ans, c'est grand quand même. Ouais, j'avais mes repères. Mon petit frère, il avait 4 ans, mon grand, il avait 15 ans. Je pense que c'était plus le grand il avait déjà son comment dire, son train de vie là-bas. Moi, j'étais encore jeune, je pense, même 9 ans, 10 ans, ouais. Donc, c'était aussi un rêve pour nous de venir en France.
Tu vois. Donc, ouais, non, mais c'est... Il y avait une adaptation, bien évidemment, parce que je parlais français, mais c'était pas un truc de ouf non plus. Voilà, j'avais un petit accent. Voilà, j'avais des difficultés aussi à l'école, il faut dire ce qui est. J'étais en CM1, je suis arrivé à Nancy en CM1, à Malzéville. C'est vrai que j'avais des difficultés, je savais pas ce que c'était qu'un agenda, moi. Calendrier, tout ça, il fallait que je révise, je savais même pas. Donc j'avais des difficultés, des problèmes de compréhension au début. Et c'est ce qui a fait aussi le parcours. Donc j'ai beaucoup appris, j'avais quand même beaucoup de bienveillance autour de moi et mes parents étaient vraiment appréciés par les gens. Donc il y avait beaucoup de personnes qui étaient gentilles autour de nous, qui nous voulaient du bien. Donc c'est pour ça aussi, à travers mes projets, je le rends un petit peu indirectement. Donc voilà, on a grandi avec des personnes qui nous voulaient du bien et des personnes bien autour de nous. Ça, c'est important. Malzéville, c'est une ville limitrophe. Exactement, c'est l'agglomération nancéenne. Ok. C'était collé à Nancy, quoi. Et c'était cosmopolite? Ouais, non, pas à l'école. À l'école, j'étais peut-être le seul rebeu. Ok. Ouais, on était peut-être deux, mais j'étais le seul immigré. Voilà, c'était pas quand même une école populaire. J'ai pas grandi en cité. C'est ça le truc, ça c'est important de le préciser. J'ai pas grandi en cité, mais j'ai toutes ces valeurs du vivre ensemble qui font que j'ai grandi avec tout le monde, quoi. Et le truc, c'est que quand je suis arrivé à l'école, c'est vrai que j'étais le seul. C'est vrai. Le seul immigré, ouais. Et comment on se forge? Puisque tu viens de tu quittais l'Algérie, un endroit où il y a que tes semblables. Ouais. Et là, tu arrives dans un nouvel endroit, un nouvel environnement où les gens n'ont pas tes codes. Ouais, c'est compliqué. C'est plutôt moi qui n'avais pas les codes finalement, parce que c'est vrai. J'étais dans un pays qui n'était pas le mien au départ. Je voulais quand même m'adapter. Je faisais l'effort. Mes parents aussi. Le truc, c'est que voilà, j'avais des difficultés au début et comment se forger. Il fallait quand même accepter de souffrir au début, quoi. Je me tapais des 2, je me tapais des 3, tout le monde me regardait, je savais lire mais j'étais pas trop à l'aise, j'avais un petit accent donc j'étais jugé un petit peu au départ, mais c'est normal, en CM1, en CM2 on te juge et il fallait accepter la méchanceté de l'enfant, le côté méchant de l'enfant, il fallait l'accepter, quoi. Mais tout est réalisable avec le travail, avec les personnes qui nous veulent du bien autour de nous. C'est vrai que moi j'étais pas un élève turbulent, j'étais pas un élève qui voulait du mal. Voilà, j'ai grandi avec des valeurs et j'ai toujours... je me suis adapté quand même à tous les gens qui étaient autour de moi. Donc, CM1, CM2, collège, période difficile un petit peu, mais voilà, j'ai fait en sorte de pas redoubler, on va dire. Ouais. Mais le sport m'a sauvé. Le sport m'a sauvé parce que j'étais bon. J'étais bon dans tous les sports et c'est là où j'étais respecté. C'est à ce moment précis. C'est pas à travers mes résultats scolaires, finalement, c'est à travers le sport. Et le sport m'a donné confiance en moi. Et c'est comme ça que j'ai eu des bonnes notes après. Et c'est pour ça que j'ai jamais redoublé ou quoi que ce soit. J'ai jamais eu de problème scolaire. Ça a compensé. Ça a compensé. Ah ouais. Et donc, ça a créé une certaine confiance. Ça a développé une confiance en moi. Et j'ai cru comprendre que le foot aussi occupait une place importante. Effectivement. Ouais, non, c'est clair. Tu supportais Nancy? J'étais, directement, ouais, j'étais pour Nancy parce que c'était la ville de cœur un petit peu. Je suis foot, hein. Mais toi aussi? Ouais, je suis un foot. Ok. Donc, Nancy, c'était à quelle époque à peu près? Nancy, c'était 2001, 2002 jusqu'à 2010, quoi. Cascarino, il était déjà parti, je crois. Ouais, c'était Pablo Correa à cette époque. Ouais, oui, Pablo Correa, carrément, exactement le coach. Youssouf Hadji, Moncef Zerka. Ah, bien sûr, je me rappelle. Tu te rappelles de Kim? Le numéro 9. Kim, je me souviens de Kim. Il y avait... Carrément, c'est un connaisseur. Zerka qui signait comme ça tout le temps avec bien son doigt. Bien sûr. Le jeu de Zorro. Bien sûr, je me rappelle de la Coupe de la Ligue en 2006 contre Nice. Ouais. Donc déjà, demi-finale contre Le Mans, il y avait, je me rappelle, Manuel D'Acosta qui avait marqué un doublé. Bien sûr. Et ensuite, en finale contre Nice, carton rouge, Moncef Zerka qui met le but de la victoire. C'était la fierté, mais c'était le dernier titre de Nancy maintenant. Ouais. C'est dur maintenant. Ah bon, c'est bien, il y a un passionné de foot en face de moi, je me régale. Ah ouais, le foot, c'est toute ma vie. C'est bien. Mais j'ai commencé tard. En Algérie, je faisais pas de foot. Moi, dès que je suis arrivé en France, mon père m'a inscrit à un club qui s'appelait Saint-Max CC. Et voilà, j'ai commencé à développer. Mais j'ai commencé très tard, le foot. Très, très tard. Voilà, donc au début, remplaçant, numéro 13, jamais titulaire. Ah là, c'était... Et tu vois, quand ton père venait te voir, pendant les matchs, t'avais envie de tout casser, tu vois, et t'avais envie d'être titulaire. Et à chaque fois qu'il venait, j'étais sur le banc, j'avais le seum, tu vois. Mais c'est comme ça. Et le niveau, il est toujours bon?
Ouais, il commence à faiblir un C'est petit peu, vrai, c'est normal ouais, parce ouais. que j'ai moins le temps. C'est vrai. Je m'occupe plus des autres maintenant. Mais dès qu'il y a un five, je suis toujours opérationnel, quoi. C'est magnifique, mon frangin. Et à l'école, du coup, le cursus scolaire, parce que j'ai cru comprendre que, voilà, tu étais pas très doué, mais en même temps, tu n'étais pas nul. Ouais, j'avais la Voilà. moyenne, quoi. Donc, ça s'est traduit par quoi? Le baccalauréat? Bac, voilà, j'étais en sport-études, section foot, Ouais. au lycée Pierre de Coubertin à Nancy. Et j'étais toujours passionné de sport. Plus j'avançais, plus j'étais passionné dans le sport. Plus je voulais réussir ma vie dans le sport. Mais je voulais pas réussir ma vie dans le commerce parce que j'ai fait des études dans le commerce au début. C'était bac pro commerce. Mais j'avais toujours ce côté foot. Et un jour, j'ai vu une pub sur de l'armée de terre. À propos de l'armée, tout ça, je voulais l'uniforme se dépasser, se surpasser, aller au-delà de ses limites. Et je me suis dit, il faudra qu'un jour que je les entraîne. Je veux être coach et je veux entraîner ce genre de profil de personnes, de sportifs, tu vois, qui se dépassent, qui se surpassent. Donc, je pensais aux pompiers, je pensais à la marine nationale, je pensais à l'armée de l'air, à l'armée de terre. Voilà, tous les métiers, gendarmes, etc., uniformes, ça me passionnait. Donc, je me suis dit, OK, après le bac, j'attends là et je vais m'engager dans l'armée pour devenir préparateur physique opérationnel, donc moniteur d'entraînement physique, militaire et sportif. Donc voilà, ça me passionnait. Être juste coach sportif comme ça m'intéressait pas. Ok. Voilà, je voulais pas être en salle de sport, coacher des personnes qui voulaient pas forcément faire du sport, quoi. Donc je voulais vraiment l'élite. Je voulais coacher des forces spéciales. Je voulais entraîner des légionnaires, des sapeurs-pompiers de Paris. Je voulais vraiment aller au-delà de tout ça, quoi. Et Tu voulais te surpasser déjà. me surpasser, ouais. Mais avant ça, il fallait faire ses preuves et il fallait être aussi bon, voire meilleur qu'eux, quoi. Et du coup, tu as décidé d'aller dans l'armée de terre. Ouais, l'armée de terre dans l'infanterie, ouais. Parfait. C'était quoi la réaction familiale? Je m'explique, parce que tu es algérien. Ouais, Il y a un passé très sensible. bien sûr. Encore bien sûr. entre la France et l'Algérie. On voit encore les stigmates aujourd'hui même. Bien sûr. Tu vois. Donc, la nouvelle a été bien accueillie. La nouvelle a Parce été que bien tu accueillie. peux vite ouais. faire office de traître. Ouais, bien sûr. Mais je suis conscient de ça. Mais moi, je suis pas parti pour la patrie, on va dire. Mais j'aime la France comme j'aime l'Algérie, bien évidemment. On va expliquer ça aux gens. Oui, c'est dur. Mais il faut qu'il fasse la part des choses. Il faut qu'il fasse la part des choses dans le sens où moi, je fais quelque chose qui me passionne. Je veux réussir dans le sport. Voilà. Je veux pas combattre forcément pour un pays. Je veux pas tuer des gens. Je veux réussir dans le sport. C'était ça ma devise. Et donc, pour atteindre mon objectif, je devais faire abstraction de ce qui se passait à droite et à gauche. Et donc, je me suis engagé dans l'armée pour devenir moniteur d'entraînement physique, militaire et sportif. Et je voulais passer ces concours-là qui me foutaient la boule au ventre et aller au-delà de mes limites, moi aussi, quoi. Voilà. Mais j'aime bien évidemment l'Algérie comme j'aime la France. La France, elle m'a bien accueilli. J'ai toujours eu des bonnes personnes autour de moi. J'ai jamais eu de problème. Bon, c'est vrai que j'ai été victime, comme beaucoup de gens, de racisme, et ça, c'est dans tous les pays, je pense. Dans tous les pays, quand on y est immigré. Mais on le sait qu'on doit bosser plus que les autres. Tu sais, j'ai quelques connaissances qui ont déjà effectué le service militaire, Ouais, qui ont déjà été militaires, ouais, et c'est des propos qui sont déjà revenus dans leur bouche. bien sûr. À savoir, le racisme était aussi présent. Bien sûr. Il est omnibulant. Il est partout, le racisme. Il est partout. On est toujours jugé, surtout quand on y est immigré. Surtout quand on vient d'un autre pays que celui de la France. Mais le racisme, il est partout. Il est dans tous les pays du monde. Le truc, c'est qu'il faut faire abstraction de tout ça. Il ne faut pas être victime de ça. Et on sait très bien pertinemment qu'on doit bosser plus que les autres. On le sait. Tout le monde le sait. Même ceux qui ne bossent pas plus que les autres savent qu'il y a des gens qui doivent bosser plus qu'eux pour réussir. Donc, faut faire abstraction de tout ça, il faut pas être victime de ça. Moi, dans ma tête, c'était fixé, quoi. Je savais que je devais bosser 2 fois, 3 fois, 4 fois plus que les autres. Et pourquoi bosser comme les autres? Donc, en vrai, au lieu d'être victime de ça, subir le système, finalement, je voulais bosser plus que les autres. Et j'étais focus. Parce que si on se dit que on doit être victime de ça, ça veut dire qu'on se compare. Et la comparaison nous pousse à l'échec. C'est la comparaison, en fait, qui fait déprimer les gens. C'est la comparaison qui nous pousse un petit peu à se dire « Ouais, il est meilleur que moi, il est pas meilleur que moi ». Donc, à partir du moment où on est focus sur notre objectif, on est déterminé à atteindre notre objectif, notre mission finale, on doit bosser plus que les autres. Et on doit se taire et on doit pas être victime de ça. Et on le sait tous qu'on doit bosser plus que les autres. Tout le monde le sait. C'est bien vrai ce que tu dis, Yanis. Magnifique. Et qu'est-ce que l'armée t'a apporté? Déjà, humainement. Humainement, elle m'a apporté le vivre ensemble. Parce que à l'armée, dès que je suis rentré,
contrairement à ce que l'on puisse penser. On peut penser, par exemple, que l'armée est raciste, il y a des fachos, etc. Mais il y en a partout. Comme on a dit, il y en a partout. Mais l'armée, ce qu'elle m'a appris, la première chose, c'est un caporal-chef, je me rappelle, la première chose qu'il a dit, ici, on est tous verts. Ici, on est tous kaki. Il n'y a pas de noir, il n'y a pas de blanc, il n'y a pas de chinois, il n'y a pas d'asiatique, il n'y a rien du tout. Ici, on est tous verts et vous combattez tous pour la même raison. Et vous êtes là, on est dans le même bateau, vous allez souffrir ensemble. Il n'y en a pas un qui va souffrir plus qu'un autre. Et c'est ça que j'ai aimé. Déjà, le discours de base, il m'a plu. Ça, c'était aux classes. Donc, 6 mois de classe, on devait faire nos preuves et c'était au mérite. À l'armée, c'était au mérite. Il n'y a pas genre, on va te mettre des bâtons dans les roues, etc. Et c'est même si on t'en met, tu t'arrêtes, tu changes le pneu et tu repars. C'est tout. Faut pas se plaindre. Faut pas se plaindre. Il y a des pays, ils se font détruire là tous les jours par des bombardements. Nous, on est là, on se plaint pour des bêtises. On doit bosser, c'est tout. Et on était tous verts à l'armée. C'est ça que j'ai aimé, j'ai apprécié. Donc le vivre ensemble, le dépassement de soi, ça c'est des valeurs du sport qui se perdent. On cherche à faire du sport pour X ou X raisons, juste pour un summer body ou quoi que ce soit. Non. On a des valeurs dans le sport qui se perdent, hein, comme par exemple le dépassement de soi. Ça se perd. On veut tout de suite. On veut avoir un corps tout de suite. Ouais. L'électrostimulation, la nouvelle technologie, etc. Voilà. Fais 20 minutes de sport ça va être équivalent à 4 heures de sport. Mais pourquoi tu vends ça? Pourquoi tu veux inciter les gens à en faire moins? Laisse bosser les gens naturellement. Il y a des valeurs qui se perdent. On rentre dans la procrastination, on rentre dans la flemmardise à chaque fois au quotidien. Laisse les gens bosser. C'est comme ça. Et donc l'armée, ça m'a inculqué toutes ces valeurs-là et que j'essaye de transmettre au quotidien. C'est très bien, Yanis. Et d'un point de vue professionnel, cette fois-ci? D'un point de vue professionnel, effectivement, ça m'a apporté énormément de diplômes, ça m'a apporté un savoir-faire, une expertise. Ce qu'il faut savoir à l'armée, c'est que chaque diplôme, il y a des tests d'entrée. À partir du moment où tu échoues au test d'entrée, déjà, tu peux pas passer l'examen. Tu rentres pas comme ça au test d'entrée. Donc, je devais faire mes preuves pendant 6 mois. Ensuite, j'étais première classe. Et ensuite, on m'a envoyé en Afghanistan. Voilà. Mais quand tu es envoyé en Afghanistan, c'est au mérite aussi. Donc, si tu veux pas y aller, attention, tu lèves la main, tu dis, je suis pas prêt. Psychologiquement, je suis pas prêt. Donc, toi, tu as voulu y aller? J'ai voulu y aller juste pour l'expérience, tu vois. Et ça m'a forgé aussi. Ça m'a forgé, j'ai appris beaucoup de choses. La vie j'ai vécu en communauté. Mais attention, on est tous mélangés. Black, blanc, beurre, on était mélangés. C'est ça que j'ai kiffé aussi. Donc, c'est vrai que ça a beaucoup de responsabilités. Tu as une norme au quotidien. Tu es responsable de ta vie, de la vie des autres, etc. Mais l'Afghanistan, ça m'a fait aussi grandir. Je suis revenu et j'ai pas vécu un mandat de fou non plus. Hein. Faut pas non plus. C'est plus la guerre d'avant. Hein. C'est pas la guerre des tranchées. Je suis revenu. Ça m'a inculqué encore plus de valeurs. 6 mois après, je suis revenu en France. Et là, j'ai passé mes diplômes de préparateur physique parce que j'ai fait mes preuves pendant les classes, j'ai fait mes preuves pendant mes examens militaires. Et c'est à ce moment-là qu'on est convoqué au bureau des sports, quoi. Et là, la convocation au bureau des sports, c'est comme la convocation à l'équipe de France. Le bureau des sports, il est dans chaque régiment. Et quand tu es convoqué au bureau des sports, c'est que voilà, tu approches un peu l'élite, quoi. Ouais. C'est ceux qui entraînent les soldats. Mais je vais rebondir sur l'Afghanistan, ouais. Yanis. Ça laisse forcément des séquelles. Ça laisse des séquelles à certaines personnes. C'est pas la guerre des tranchées, peut-être. Mais en tout cas, d'après ce qu'on voit, d'après ce qu'on entend, ouais. C'était quand même hardcore. Mais l'Afghanistan, ouais, c'est comme toutes les opérations extérieures. Ça forge. Mais encore une fois, non, j'ai pas vécu des périodes traumatisantes non plus. Je suis pas là à raconter des guerres qui sont fausses. Moi, je connais une personne qui a démissionné, ou je sais pas, qui a déserté peut-être, après un retour en Afghanistan. Ouais, c'est possible ça. C'est possible. Après, ça laisse des séquelles dans le cerveau, ça laisse des séquelles dans le corps. Oui, évidemment, mais il faut être prêt à tout ça. À partir du moment où tu veux partir, voilà, t'es entraîné pour ça. Pendant 6 mois, on a eu de la préparation. Pendant 6 mois, on nous a fait goûter au goût du sang dans la gorge. Voilà, donc... Comment ? En étant intense dans l'entraînement. Ils nous ont quand même testé, on a tiré avant, on savait comment s'entraîner, on a goûté aussi entraînement difficile, guerre facile. C'est comme ça que ça marche. Donc à l'armée, on nous a inculqué ça. Pendant 6 mois, on faisait que s'entraîner dans les terrains de manœuvre. Et on était prêts. Tout le monde, chaque soldat qui part en opération extérieure est prêt.
Donc voilà, et ça m'a apporté vraiment le bureau des sports après, pour rebondir à ça. C'est magnifique. Avant de parler du bureau des sports, tu sais, il y a aussi certains politiques qui, justement, veulent le retour du service militaire obligatoire. Ouais. C'est quoi ton avis? C'est pas une mauvaise chose. Ah ouais? Pour moi, c'est pas une mauvaise chose. C'est pas une mauvaise chose parce que ça permet aussi d'inculquer certaines valeurs que j'ai apprises aussi à travers l'armée. Je pense que c'est pas une mauvaise chose. Peut-être 6 mois, peut-être 8 mois, peut-être 1 an, je sais pas. J'ai pas dit que c'était une bonne chose, mais c'est pas une mauvaise chose non plus. Donc après, ça à prendre avec des pincettes ce que je dis, mais évidemment que ça pourrait aider certains jeunes à au moins à développer certaines valeurs qui se perdent malheureusement de nos jours. Il n'y a pas que la guerre dans l'armée. Il y a toutes ces valeurs. Il y a tout ce vivre ensemble que l'on développe dans l'armée, au sein du service militaire. Donc, on apprend à faire son lit au carré, par exemple, à se lever tôt. Ça, c'est des valeurs quand même. Et on laisse rien traîner. Ne laissez rien traîner, il nous disait à chaque fois qu'on allait en forêt. Ça, il y a aussi la planète verte. Il y a ce côté aussi, voilà, attention. On est là, on laisse rien traîner, on pollue pas la planète, on repart comme on est venu. Ça, c'est des valeurs aussi qui se perdent. Voilà, on apprend à faire notre lit, on apprend à nettoyer. Au début, on nettoyait les toilettes. C'est comme ça, chacun son tour. On appelle ça les TIG. Voilà. Très bien. En tout cas, une chose est certaine, c'est que tu en parles avec beaucoup d'émotions. Beaucoup d'émotions, beaucoup de satisfaction aussi. Parce que j'ai appris beaucoup de choses là-bas et j'essaie d'inculquer toutes ces valeurs-là que j'ai eues, quoi. Mais c'est un contrat que tu as signé au préalable. C'est un contrat, ouais, que j'ai pas renouvelé. Pourquoi? Mais c'est un contrat. Parce que ça commençait à prendre de l'ampleur de l'autre côté. Ouais. Parce que je commençais à me lancer sur les réseaux sociaux, à créer du contenu, à être connu à travers les réseaux sociaux. Donc, je me suis dit, bon, il fallait que je fasse un choix. D'accord. C'était quoi la satisfaction du moment? Toi-même, dès le départ, c'était un peu confus dans ta tête ou tu savais où tu allais mettre les pieds? Parce que les réseaux, c'est OK, il y a une notoriété qui est en train de se créer, mais ce n'est pas encore palpable. Non, bien sûr. C'est des risques à prendre. C'est des risques. C'est des risques à prendre et il faut accepter de prendre des risques. Le truc, c'est que j'avais pas écrit ça dans ma tête, quoi. Tout n'était pas prévu. Je savais pas que ça allait prendre de l'ampleur sur les réseaux sociaux. Je savais pas que mes conseils allaient être perçus positivement par les gens, que j'allais aider des gens à travers les réseaux sociaux. Voilà. C'était les débuts des réseaux sociaux en plus. Hein. C'était pas encore développé, quoi. Donc le moindre conseil déjà, voilà, c'était nouveau pour les gens. Non, j'avais pas prévu ça. Mais maintenant, voilà, il fallait prendre des risques. C'est vrai que je passe d'un fonctionnaire qui gagne sa vie. Bon, on gagne pas de ouf à l'armée, bien évidemment, mais au moins on sait que ça tombe tous les mois. Quand on est sûr que ça tombe tous les mois, à la vie d'entrepreneur, tu commences ta vie avec 0 € et tu dois bosser pour travailler, pour gagner ta vie, quoi. Donc c'était compliqué. Et j'aime bien resituer les époques. On est en quelle année là à peu près? Là, on est en 2011, entre 2011 et 2015, ouais, à peu près. Parfait. Et la transition entre l'armée et l'entrepreneuriat, hein, quelque part. Ouais. C'était simple? Non, pas du tout. Moi, dans ma tête, à l'époque-là, je me considérais même pas comme entrepreneur. J'ai créé mon entreprise parce qu'il fallait que je la crée. Je savais très bien on était obligé de le faire. Mais j'étais pas dans l'optique d'entreprendre, de créer mon entreprise, d'être chef d'entreprise. Je voulais juste faire du sport, en vrai. Moi, j'avais cette innocence-là, même à l'époque, j'étais mature, mais j'avais quand même cette innocence dans le sport. Je me suis dit, il faut que je kiffe. Il faut juste que je kiffe. Parce qu'en fait, tout ça, là, tout le parcours vient d'une passion. Ouais. À partir du moment où on garde la passion, on peut que réussir à atteindre nos objectifs. Si la passion commence à se perdre, c'est fini. Voilà, on commence à parler que de business, on commence à parler que d'argent, on commence à faire des choses par intérêt. Ouais. Alors que non, la passion, on doit l'entretenir. On doit faire des choses sans attendre en retour. Et ça, c'est important pour moi. Et c'est ça qui m'a fait, qui continue à créer cette longévité dans ma carrière, dans mon parcours, c'est le côté passionnel. Je suis passionné par le sport. Et si on perd le côté passion, on commence à faire que du business. Il y a des projets, je veux pas que ça devienne du business. Il y a des projets, il faut que ça reste humanitaire, il faut que ça reste passionnel. Je vais continuer à créer des concepts, je vais continuer encore, même dans 5 ans, 10 ans, 15 ans, je vais encore créer des concepts
à titre gratuit pour les gens, parce qu'en fait, le sport, c'est le côté humain qui se perd au quotidien. Et il faut maintenir cette flamme. Si on perd cette flamme, eh ben, on peut échouer. On peut se perdre aussi. Qui t'a inculqué ces valeurs-là? Enfin, je pense que je les ai développées. Je les ai développées à travers ma passion, justement. Mais qui m'a inculqué ces valeurs, c'est aussi mon parcours militaire, c'est aussi mon amour pour le sport, à mon avis. Parce que le sport, j'ai compris que c'était avant tout un loisir, avant d'être un métier. C'est devenu un métier. J'ai de la chance, je fais partie des gens qui vivent de leur passion. Mais jamais je me suis dit, il faut que je gagne ma vie grâce à ma passion. C'est venu naturellement. Mais tu peux pas penser à ça avant de te lancer dans le sport. Tu peux pas te dire, il faut que je gagne ma vie en faisant du sport. Non, c'est en kiffant le sport, en développant ma passion, en améliorant tout ce que j'ai à améliorer à travers ma passion que je vais gagner ma vie. Si je pense au business, ça sert à rien. Et le calcul est bien fait. À ce moment-là, t'es en couple? À ce moment-là, je suis marié, moi. Je suis marié. Marié? Je suis marié, ouais, ça va faire presque 10 ans que je connais ma femme. Ouais, pas encore marié encore. J'ai rencontré ma femme. Je venais de rencontrer ma femme. Où? Dans l'armée. Elle était militaire? Non, elle n'était pas militaire. Elle est dans le prêt-à-porter. Elle est dans le prêt-à-porter. Et j'ai connu ma femme quand j'étais sur les réseaux sociaux. Elle m'a sollicité pour entraîner des Miss France, des mannequins un petit peu, celles qu'elle habillait, quoi. Ouais. Et je devais aussi faire mes preuves. Elle aussi, elle avait un gros compte à l'époque. Elle me disait, est-ce que ça te dit de partager des conseils aussi sur les réseaux sociaux, qu'on fasse des posts ensemble, etc. Je dis ouais. Mais je venais de démarrer, moi, j'avais 10 abonnés, j'avais 15 abonnés. Je me suis dit, bon, peut-être que ça va servir, mes conseils, et ça va m'apporter de la visibilité aussi. Donc, je n'étais pas rémunéré à faire ça, c'était de la visibilité. À l'époque, tu recherches que ça, tu veux te faire connaître au début, tu vois. Mais à travers ce que tu sais faire, pas te faire connaître juste pour te faire connaître, parce que de nos jours, les gens, ils veulent être des stars. Ils veulent être connus. Ils veulent être connus. C'est un truc de fou maintenant. Les réseaux sociaux, ça a développé quand même chez certaines personnes le vouloir d'être connu. Ils veulent toujours être connus. Tu comprends même pas pourquoi. Pas de talent particulier, rien. Ils veulent juste être connus. Mais pourquoi? Il faut que tu sois connu à travers ce que tu sais faire, à travers ton métier, à travers ton talent. Pas être connu juste pour être connu. Totalement d'accord avec toi, Yanis. Et tu sais, c'était doublement risqué parce que tu étais engagé dans une relation et que tu te lançais un peu dans presque l'inconnu. Ouais, j'étais dans l'inconnu, là. Ah ouais, j'étais dans l'inconnu total. Tu vois? Oui, mais j'avais même pas de salle de sport. J'avais même pas de patron il y avait même pas de personnes qui comptaient sur moi. J'étais juste sur mes réseaux sociaux, quoi. Ouais. Et au quotidien, ça se développait en faisant justement des choses sans attendre en retour. Juste des conseils sportifs, nutritionnels. Voilà, tout ce que mes diplômes m'ont inculqué, toutes mes connaissances, mon expertise, je le partageais. Je disais aux gens, voilà, faites ci, faites ça, faites ces exercices-là, je lance des challenges, on se donne rendez-vous là. Voilà, tout ça, c'était sans rémunération, quoi. C'était mon début de parcours. Et c'est marrant, mais il y a un vieux proverbe africain qui dit « une porte en ouvre une autre ». Exactement. Tu vois, Exactement. et j'ai l'impression que tu es la personnification de ce proverbe-là. Bon, bien sûr, c'est ça, c'est un petit peu mon mindset, quoi. Magnifique. Faut jamais toujours attendre en retour. Faut faire les choses avec le cœur. À partir du moment où on fait les choses avec le cœur, avec les tripes, c'est rare qu'il y ait un échec. Et même s'il y a l'échec, on apprend de cet échec. C'est un apprentissage. Et chaque échec, c'est un apprentissage. Et à partir du moment où on a compris ça, je pense qu'on peut aller loin. Au moins, déverrouiller quelques portes, quoi. C'est terrible ce que tu dis. On aime ce shoot de motivation, Yanis. Magnifique, je te jure. Non, c'est très sincère. C'est très Faut bien. faire les choses avec le cœur. Faut faire les choses avec les tripes. Voilà, ça, c'est le plus important. Après, qu'on échoue ou qu'on n'échoue pas, c'est les tripes qui comptent. Tu sais, voilà, là, clairement, le nom d'Yanis, et j'ai l'impression que là, il y a clairement une recrudescence. Tu vois, il y a un gros boom autour de ta personne. Il y a une grosse hype. Tu vois, arrête-moi si je me trompe. Il y a la marche des champions qui chaque année fait son effet. Tu vois, il y en a plein qui se sentent investis d'une mission. Clairement, il y en a plein qui ne peuvent pas participer à cette marche, mais vous accompagnent, vous envoient de la force, se déplacent, vous donnent des aliments, etc. Et là, tu as créé un concept qui est clairement novateur et qui est aussi rempli d'amour et de bienveillance. Déjà, raconte-moi, s'il te plaît, la genèse de ce projet-là, dans un premier temps. C'est venu déjà par mon parcours militaire. En fait, la Marche des Champions, elle a été créée
de par mon parcours militaire, de par mon expérience dans l'armée. Donc moi, j'étais un fantassin, je faisais que marcher. Et dans l'infanterie, on fait que marcher, marcher, marcher. Voilà, des fois, on sait même pas pourquoi on marche, mais on marche. Ouais. Et on est toujours avec l'arme, voilà, on a le sac à dos, on a je sais pas combien de kilos sur le dos et on marche. Et dès que j'ai quitté l'armée, j'ai dit à mon frère, écoute, on va faire Roubaix-Paris à pied, 250 km comme ça. Donc lui, il était opérationnel en 24 heures. 24 heures, il était là, on se retrouve à Roubaix et on va à Paris, place du Trocadéro. Il m'a dit OK. On avait pris juste un sac à dos et dedans, il y avait juste quelques caleçons, des chaussettes de rechange et du talc. Voilà, parce qu'on savait que... Mais moi, j'avais pris des chaussures de l'armée. J'étais encore dans ma matrix un petit peu militaire. Et j'ai dit à mon frère, bon, bah, prends des petites chaussures de randonnée comme ça. Et on a fait Roubaix-Paris sans concept, sans rien du tout. Et moi, je partageais ça sur Snapchat à l'époque. Il n'y avait pas encore les stories Instagram. Tu te rappelles cette époque-là? Bien sûr. Donc, il y avait encore Snapchat et je partageais à... Peut-être il y avait une centaine de personnes qui me suivaient. Et je commence, Roubaix-Paris à pied, 250 km, départ sans eau, sans nourriture, sans argent, sans autostop, sans tente. On dormait dehors, quoi. Moi, j'avais pas d'association, j'avais pas de partenaire. Rien. Et je pars. Et là, je partage mon aventure. Au bout de 15 km, je vois, il y a quelqu'un qui nous ramène des bananes. J'ai pas compris. Comment tu nous as suivis? Moi, j'étais choqué. Mais il savait, en fait, la personne, elle savait. Elle savait qu'on partait sans rien. Elle nous a ravitaillés. Voilà. Elle a pas forcément voulu être visible ou quoi que ce soit. C'est juste, là, cette personne-là, je me rappelle, c'est un mec qui est venu. Il nous a donné des bananes. Tiens, continue ta marche. Et là, j'ai compris qu'il y avait un concept à faire. Donc, j'ai fini ma marche. Et plein de messages transmis à travers tout ça. On rencontrait d'autres personnes. Mais il n'y avait pas full monde à chaque fois, bien évidemment. On a peut-être croisé une dizaine de personnes sur la route. À la fin, sur la place du Trocadéro, je vois une vingtaine, trentaine de personnes qui nous attendaient. Et là, je me suis dit, il y a un concept. Il y a un concept à créer. Et donc, j'ai lancé la marche des champions. J'ai déposé le nom. J'en fais une aventure, un divertissement. Et je lance la première édition, Lyon-Montpellier. Et je me suis dit, écoute, je vais faire un casting. Les gens, ils vont vouloir participer parce qu'ils ont kiffé mon aventure de Roubaix à Paris. Et je vois, il y a une centaine, 200 participants volontaires à le faire. Il faut faire confiance quand même à une personne à travers les réseaux sociaux, simplement à travers les réseaux sociaux et à travers des conseils, lui faire confiance d'une grande ville à une autre pendant 300 km. Et là, je prends un entrepreneur, je prends un professeur de langue, je prends une malade auto-immune, je prends une sportive et je prends un étudiant. Et je fais Lyon-Montpellier. Et ça cartonne. Je vois les gens, ils nous ravitaillent, on rencontre des trucs, des humains incroyables. Et il y a plein de messages qui sont transmis à travers cette édition, cette aventure. Il y a le vivre ensemble. Il y a le fait que tous les humains sont mélangés pour une seule cause, une cause commune. Aller au bout de cette aventure, dans l'entraide, dans la générosité, dans le savoir-vivre et dans le respect surtout. Donc je pars Lyon-Montpellier, il y en a une que j'arrête, elle était sportive, c'est la plus sportive. Et là je comprends que la marche des champions, c'est pas fait que pour les sportifs. Parce que même les sportifs eux-mêmes peuvent abandonner, peuvent lâcher prise et je peux les arrêter. Donc, je ne confonds pas obstination et détermination parce que je veux les faire arriver tous au bout. Mais maintenant, si tu as des problèmes physiques, je ne peux pas te continuer. Je peux pas te faire continuer. Donc, problème au genou, je l'arrête au bout de 80 km, je crois. Et tout le monde va au bout après. Grâce à l'entraide, la générosité des gens ou BTC, quoi. C'est ce mindset, cet état second pendant l'effort. Donc, je lance la deuxième, la troisième, la quatrième. Je fais Marseille-Lille à pied avec une association. Je prends un bus avec moi, plusieurs partenaires, Gulli, qui s'intéressent au projet. Et là, on rassemble des milliers de cadeaux. On remplit le bus de 63 mètres cubes. Et là, il y a des milliers de sourires à la fin. Ça devient associatif. Et c'est que du bonheur, quoi. Et encore une fois, on en parlait tout à l'heure, il y a des projets qui doivent rester humanitaires. Il y a des projets qui doivent rester authentiques. Et je veux pas ramener une équipe de production avec moi, 10 000 caméras, un hélicoptère qui filme, un sous-marin qui rentre. Je veux pas transformer ça en business et je veux pas transformer ça en divertissement télé. Je veux que ça reste sur les réseaux sociaux parce que les gens, quand ils suivent la marche des champions, je veux qu'ils rentrent en immersion dans l'aventure. Je veux qu'ils se disent, ah, ça peut être moi qui marche. Donc, je prends que des profils, parce qu'il y a eu 3000 candidatures sur la dernière édition. Ouais. Et je veux prendre des profils auxquels les gens peuvent s'identifier. C'est ça le secret et le charme de cette marche des champions. Je veux qu'on s'identifie aux gens que je sélectionne. Donc, je prends toutes les personnes qui peuvent être identifiables
par les gens. Voilà. Donc, je prends une personne voilée qui n'a peut-être pas le droit d'aller en finale au taekwondo, là, j'ai vu, voilà, qui a été refoulée, elle n'a pas le droit de monter sur un ring. Ah ouais? Vous voulez pas faire monter une femme voilée sur un ring? Bah, elle va faire la marche des champions. Elle va faire la marche des champions, vous allez voir qu'elle est capable de vivre aussi avec d'autres communautés. Et c'est ça le message que je veux transmettre également, mais sans le dire forcément, de manière assez subtile. Mais je le dis jamais, ça, pendant la marche des champions. Je le dis jamais. Je veux que les gens réfléchissent quand ils voient la marche des champions. Ils se disent, OK, il y a toutes les couleurs de peau, il y a toutes les religions qui sont en train de faire un challenge de ouf, un défi insurmontable d'après les gens. Et finalement, ils vont au bout. Et là, il y a eu 80% de réussite. Il y a eu 80% de réussite grâce à la générosité, l'entraide. Et tout le monde venait nous aider. On ne faisait pas une pause sans les gens. Tout le monde nous attendait. C'est magnifique. Et voilà, c'est ça que j'aime à travers ce projet. Je ne suis pas payé à faire ça. J'aime faire ça. Et c'est quoi les retours que tu as, tu sais, parce qu'on est dans une société un petit peu anxiogène où finalement les bad buzz prennent souvent le dessus, les polémiques, etc. Et toi, c'est justement les valeurs inverses que tu prônes. Tu comprends? Et j'ai l'impression que c'est encore plus savoureux de le faire maintenant. Ah ouais, surtout maintenant. C'est important de le faire maintenant, après toutes les époques qu'on a traversées, toutes les périodes. Exact. On veut nous diviser. Et la marche des champions rassemble. C'est ça le principe de ce projet-là. Je veux que les gens se sentent à l'aise avec les gens. Et en fait, je veux aussi et surtout que les gens croient encore en l'humain. Parce que l'humain, il est encore bon. Il faut pas écouter ce qu'on dit tout le temps à la télé. C'est ça le problème. C'est qu'on est matrixé par ça. Il faut couper un petit peu la télé, l'éteindre et suivre des vrais projets authentiques que les gens aiment suivre. Par exemple, la marche des champions. Mais il y a d'autres projets aussi qui sont authentiques. Il y en a plein d'autres. Mais la marche des champions, c'est vrai que c'est mon petit bébé et je veux qu'il ait une longue longévité, une longue vie. Parce que c'est un projet authentique et je veux qu'il reste vraiment fidèle à ses valeurs, à ses principes, quoi. Et je veux continuer à prendre des profils divers et variés pour que les gens s'aperçoivent qu'on peut tous vivre ensemble, en vrai. C'est magnifique. Merci encore une fois, Yanis. Tu nous fais du bien. Franchement, avec plaisir. C'est vraiment sincère. Et c'est beau, c'est beau. Je t'en parle avec des frissons. Hein, mais c'est bien. Je t'en parle avec des frissons. Je me livre vraiment de manière très sincère. J'ai pas l'occasion de parler de la marche des champions. Tu sais quand c'est la presse, etc., ils parlent vraiment tu vois, des personnalités qui participent, etc. Non. Il faut aller dans le fin fond, du profond du sujet. Exact. Tu vois, c'est ça le charme. Et je veux qu'elle soit unique, cette marche des champions. Parce que tout le monde peut marcher, tout le monde peut faire des randonnées et tous les coachs peuvent mettre en place ce genre de choses. Non, pas la marche des champions. Il faut avoir cette expérience-là et cette lucidité de garder ce côté authentique et surtout avec ses règles. En tout cas, je t'encourage à poursuivre parce que c'est vraiment novateur et rassembleur. Ah, bien sûr. Tu vois. Ça. Et tu vois, là, dernièrement, il y a Stomy qui a participé, bien que sûr. Je salue chaleureusement mon frère. C'est mon frère. Ouais. Et tu vois, Stomy a 50 ans, il est vegan, etc. Toi-même, tout à l'heure, bon, on peut le dire, hein, je t'ai proposé un café, tu voulais pas prendre de sucre. Non, pas de sucre. Je veux garder l'authenticité du café. Et moi, je voudrais avoir des tips par rapport à l'alimentation, tu sais, parce que on a nos parents qui proviennent de certaines cultures où l'alimentation est tout autre. Si tu peux, toi étant donné qu'il est très aguerri, très calé sur le sujet, s'il y a des aliments qu'il faudrait bannir, tu sais, le corps change aussi au fil des années, etc. Ce serait quoi, toi, que tu dirais? Yanis, le nutritionniste. Non, mais on va dire que le plus important, c'est d'y aller progressivement et pas radicalement. Parce qu'à chaque fois qu'on fait les choses radicalement, on ne dure pas trop longtemps. C'est ça le premier déjà conseil. C'est d'y aller progressivement, étape par étape, et dans n'importe quel projet, n'importe quelle initiative. Maintenant, c'est vrai que le sucre, c'est l'ennemi un petit peu de l'humain. Si on commence à le réduire, ça peut nous apporter que du bien à notre corps. Le problème avec le sucre, c'est que ça peut jouer sur notre humeur, ça peut jouer sur notre performance. Et on se rend compte que le sucre n'est pas primordial, n'est pas indispensable à notre alimentation au quotidien. On peut le supprimer, on va quand même vivre. Ça, il faut le savoir. Le corps a besoin, bien évidemment, du bon sucre, mais pas du sucre qui est ajouté dans n'importe quel aliment. Donc maintenant, on se rend compte qu'en 2023, il y a du sucre même dans des pâtes
et tu te rends compte que tu te dis, mais pourquoi il y a du sucre pur dans des pâtes? Je vois, il y a 4 grammes, 5 grammes de sucre. Vous savez, c'est quoi 4 grammes, 5 grammes de sucre? C'est un morceau de sucre sur 100 grammes de pâtes, alors que c'est censé être des glucides lents. C'est censé être riche en fibres. Mais non, il y a quand même du sucre dedans. Ça, c'est un exemple. Mais pourquoi rajouter du sucre, infliger ça à notre corps, alors qu'il peut vivre sans? C'est le cerveau qui demande, mais le corps n'en a pas besoin. Mais le cerveau demande du sucre au quotidien, alors qu'il n'en a pas besoin. Déjà, supprimer progressivement le sucre. Il y a des études, hein. C'est même plus un avis, là. C'est avéré. Et il y a aussi le jeûne intermittent qui permet aussi d'atteindre tous ces objectifs-là. Le jeûne intermittent, c'est 16 heures de jeûne. Donc pas de solide. Juste pas de solide. Mais on peut boire du café, du thé, boisson détox. Mais pas de sucre. Pas de sucre, pas d'additifs. Donc le jeûne intermittent nous évite de grignoter entre le repas, manger plutôt le soir et être réglé, vraiment. Et à partir du moment où on jeûne, de toute façon, c'est même plus un avis, c'est un bienfait. C'est un bienfait, le jeûne intermittent. Et ta consommation en viande, toi, a été réduite? T'en consommes encore un peu? J'en consomme encore. Je suis pas vegan, je suis pas végétarien non plus. Ouais. J'aime la viande, mais j'en consomme de manière assez raisonnable et non pas de manière abondante tous les jours. Donc je trouve le juste milieu, peut-être un jour sur 3, un jour sur 2, mais pas tous les jours. Mais il y a d'autres sources de protéines à travers d'autres aliments. Ouais, de la protéine végétale, on peut en consommer. Dans les lentilles, il y a des protéines. Dans les quinoa, corail, il y a des protéines. Tout ça, ça doit faire partie de notre quotidien. Mais c'est vrai que lorsqu'on consomme de la viande au quotidien, malheureusement, quand elle est en abondance, hein, bien évidemment, ça laisse des résidus toxiques dans l'organisme et ça provoque des maladies cardiovasculaires, des maladies chroniques. Donc, limiter tout ça. Et de toute façon, tout a un juste milieu. Même le sport a un juste milieu. C'est clair. Tout a un juste milieu. Tant qu'on fait les choses dans le juste milieu, qu'on ne va pas dans l'excès, dans n'importe quel domaine, n'importe quelle alimentation, on peut s'en sortir. Merci pour ces tips. Avec plaisir. Et avant de te laisser, je me dois de te parler de tes enfants. Ouais, Tu en as 4. j'en ai 4. Ouais. 2 filles, 2 garçons. Magnifique. Comment ils voient leur père? Leur père qui distille des conseils. Leur père qui s'implique dans la vie des gens. Ils suivent tout ce que je fais. Et à travers mon épouse, tu vois. Et la grande, elle a 17 ans maintenant. La deuxième, elle a 12 ans. Et les 2 petits ont 4 et 3 ans. Ils suivent tout ce que je fais à travers les réseaux sociaux. Ils ont suivi la marche des champions au quotidien. Mon épouse essaye de montrer un maximum tout ce que je fais. Mais ils savent ce que je fais. Et t'as quel âge, Yanis? Là, moi, j'ai 31 ans. Je vais sur mes 32. Mais quand je me suis marié avec ma femme, elle avait déjà 2 enfants. D'accord. Ouais. Elle avait déjà 2 enfants, ma femme. Mais c'était difficile. C'était un choix difficile à prendre. Tu te maries avec une femme qui a déjà 2 enfants. Mais, tu sais, dans la vie, il n'y a pas de hasard, tu vois. Donc, tout est écrit déjà. Et il n'y a pas d'idéal de vie aussi. Donc, on veut tout de suite. Et on veut toujours un idéal de vie, quoi. On veut une femme qui a le même âge que nous, et on veut une femme sans enfant. On est trop dans le confort, tu vois. Et à un moment donné, il y a des signes qui font que, voilà, on doit se lancer dans cette aventure-là. Et elles m'ont appelé papa très rapidement. Maintenant, c'est même pas comme mes filles, c'est mes filles, quoi. Ouais. Je vais à leur conseil de classe, je réagis tout comme, bon, je me retrouve avec des darons quand même dans les conseils de classe. Ça fait toujours bizarre. Mais moi, j'ai deux garçons biologiques, ouais, qui viennent de moi. Mais voilà, je fais aucune différence, quoi. C'est mes enfants. Mais c'est vrai que j'essaye de leur inculquer ça. Mais ils me voient comme leur pote, leur père, tu vois, j'essaye de partager un maximum de choses ensemble. Mais, tu vois, ils savent très bien que malgré tout ça, on doit garder les pieds sur terre. Ça, c'est important de garder les pieds sur terre. Mais ça, il n'y a qu'un équilibre de vie qui nous permet de garder les pieds sur terre. Moi, ma femme, elle s'acharnait sur moi des fois, dans le sens où ce que je faisais, ça lui convenait pas. Et on a besoin d'un équilibre. Et moi, mon équilibre, c'est mon épouse et mes enfants. Si t'as pas ça, tu peux t'envoler. Tu peux avoir le boulard, comme on dit. Ouais. Tu peux avoir le cigare. Tu peux avoir le melon. En gros, voilà, tu commences à te la raconter. Tu commences à voler plus haut que je ne sais qui. Alors que tu rentres chez toi, ta femme, elle te recadre directement. Et t'as des enfants, t'as un humain comme tout le monde, mon gars. Et garde les pieds sur terre. Ce que t'as fait là, c'est pas bon. Et au début, tu te dis, ah ouais, ma femme, elle s'acharne sur moi. Elle me charge quand même. Mais en fait, c'est pour mon bien. Tu
crois qu'elle te rabaisse, mais elle te rabaisse pas. Elle te veut que du bien. Après, tu le comprends au fil des années. Mais quand tu comprends que ta femme, elle te veut du bien, là, tu commences à accepter ses feedbacks, ses retours. Et là, tu commences à progresser. En tout cas, t'es bien cadré, bien Ouais, équilibré. c'est important d'être équilibré. Et c'est bien de leur rendre hommage comme tu le fais, mon Un frère. époux, c'est important. C'est Un magnifique. époux, c'est important. Et ce sera ma dernière question, Yanis. L'Algérie, est-ce que tu n'aimerais pas être à la tête de ce genre de projet, à savoir la marche des champions là-bas, tu vois? Pourquoi pas? C'est quelque chose qui pourrait être sympa. Ouais, ça peut être sympa parce que je commence à avoir une bonne communauté aussi là-bas. Pourquoi pas? Moi, ça va être une fierté même. Moi, j'y vais souvent en Algérie. J'y vais souvent et j'aime partager même mon aventure en Algérie, mes voyages en Algérie. Il y a toute ma famille là-bas. Et il y a des projets que je veux développer là-bas, effectivement. Et c'est un pays magnifique qui est sous-coté. Hein. Ouais. Bon, enfin, même pas sous-coté finalement, il est même pas connu. On se renseigne même pas, on écoute ce qui se passe à droite, à gauche sans forcément y aller. Allez-y, allez voir ce qui se passe là-bas. Et vous allez voir que c'est pas ce qu'on croit. Ouais. C'est magnifique. Il y a des paysages dignes des plus beaux pays au monde. Ah. L'Algérie. Bon, après, il faut y aller. Il y a beaucoup de pays en Afrique. Hein, on croit que voilà, Kenya, C'est vrai. Éthiopie. Mais Éthiopie, il y a des richesses. C'est vrai qu'il y a de la pauvreté, évidemment. Il faut voir la réalité en face. Mais Tanzanie, Maroc, Tunisie, on le sait. On le sait. Cameroun. Là, je vais au Sénégal, à Dakar. Là. Magnifique, Bientôt. c'est chez moi ça. Ah, Sénégal. Là, j'ai hâte d'y aller, C'est carrément. bien, c'est bien. J'ai hâte de découvrir l'Afrique. D'accord. Pour quel but tu vas là-bas? Je vais pour Africa Meet, lancé par Absatoussi. D'accord. Voilà. Il y a beaucoup de personnalités qui vont être là-bas pour justement faire des conférences, des animations, etc. D'accord. Et je suis très, très fier d'y aller. Tu vois. Et je vais découvrir Dakar. Ça va être C'est magnifique. magnifique. En tout cas, honnêtement, c'est un bel hommage que tu as rendu à l'Algérie, Et à l'Afrique. l'Afrique, Ouais, ouais. de manière générale. Bien J'ai sûr. pas eu l'occasion d'aller en Algérie, mais j'espère m'y rendre prochainement. Ouais. Je salue mes DZ. et merci pour les valeurs que tu prônes, Merci Yanis, parce beaucoup. que clairement, tu nous fais du bien, comme je te l'ai dit dans l'introduction. Trop gentil, merci. Et on a besoin justement de cet élan de générosité, mais surtout d'humanité, mon frère. Merci Donc, beaucoup. je t'encourage vraiment à poursuivre. Et qui sait, peut-être que je vais faire la marche avec toi. Avec plaisir un jour. C'est enregistré. Hein. C'est dans la boîte. Dès que tout sera ficelé, Bien je sûr. viendrai avec Ah, toi. il faut y aller. D'accord, Ah c'est oui, faut y noté, aller. c'est noté. En tout cas, ça m'a fait plaisir. Mhm. Vraiment. Tout le Vraiment. plaisir est pour nous, C'est des Yanis. questions sensées, des questions renseignées, des questions qui sont déjà travaillées. Donc, ça fait plaisir. Ah, ça fait Tout plaisir. le plaisir est pour nous. Mille merci, Yanis. Merci Ça à fait toi. plaisir. Merci beaucoup. Merci. C'était le tiers et qui est 500. Tu peux inverser. Les deux sont corrects avec mon frangin Yanis Sport pour We Hustle. Mes paroles valent tiers. Peace. We hustle, baby.